pense que c'est vraiment un médiateur quelque part entre une expression humaine sublimée et un auditeur ou quelqu'un qui écoute, qui regarde, ou c'est quelqu'un qui est capable de créer un espace de disponibilité avec ses auditeurs, avec les personnes qui partagent son art à un moment donné. Je pense que c'est ça. Quand on est musicien, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, de créer cet espace où les gens sont disponibles à être surpris, émus. C'est pas rien d'aller dans une salle de spectacle et d'avoir cette disponibilité-là. Donc, on essaye de le créer, de créer ce moment-là, particulier, suspendu, unique. Le son de la scène, Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'une heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. L'arrivée brutale de l'hiver, le monde qui s'érode et érafle chaque jour un peu plus, j'ai comme une envie impérieuse de retomber en enfance ces temps-ci. Le besoin, la nécessité urgente de trouver partout où c'est possible, souvent, le plus souvent possible, de la douceur, de la tendresse, de la délicatesse, loin des mots qui blessent et proche, très proche des gestes qui caressent. En parlant de caresses, tiens, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été très sensible aux mains des gens. J'aime à les regarder, j'en préfère immédiatement certaines à d'autres. C'est comme ça. Le miroir de l'âme, dit-on, c'est plutôt le regard. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Et pourtant, nos mains disent énormément de ce que nous sommes. Traces de vie, récits suggérés par des lignes et des courbes, mémoire des travaux accomplis, des blessures et des joies d'un passé récent ou plus lointain. Il y a beaucoup d'histoires dans les mains de chacun. Les mains de mon invité sont essentielles, indispensables, précieuses à son art et à sa discipline, le clavecin. Céline Frisch est clavecéniste, co-directrice artistique de l'ensemble Café Zimmermann, d'un ensemble qu'on dit de musique baroque. Alors j'ajoute, professeur à l'Institut de musique ancienne de l'Université de Vienne. Ça c'est fini, mais ça l'était, et c'est classe. Je pourrais vous faire croire que de cette musique-là, baroque, j'en suis experte. Et dans la cour de récré, on me répondrait, à juste titre, « Ouh, la menteuse, elle est pas connaisseuse ». En effet, du clavecin et de la musique baroque, je n'en connais pas grand-chose. Alors, c'est comme une enfant que je vais mener ce nouvel épisode du son de la scène. Dis Céline, c'est quoi la musique baroque ? Et puis, ça vient d'où le clavecin ? C'est quoi son histoire ? Il est rigolo ce piano, puis il fait un bruit bizarre un peu, non ? Pourquoi Bach c'est ton compositeur préféré ? Voilà, j'avais prévenu. Voilà quelques questions d'enfant que je poserai à Céline Frisch. Et enfin, comme les promesses n'engagent que celles et ceux qui les tiennent, je tiendrai celles-ci de promesses. Des questions, je les poserai avec le plus de délicatesse possible, avec la plus grande tendresse du monde. D'abord parce que la curiosité se cultive, pour comprendre un peu mieux son instrument, son monde à elle, le monde qui nous entoure, et recevoir la musique comme elle vient, sans préjugé aucun, ni jugement, ni méfiance, ni moindre violence, bref, à hauteur d'enfant. Parce que la musique, en tout cas, je la ressens sur ma peau, dans mes organes, dans ma chair, elle me chatouille, elle me percute, elle m'accompagne. Comme une enfant qui rêve d'un bonbon, je veux d'abord la faire sonner. Oups, pardon, j'aimerais beaucoup qu'on la fasse sonner ensemble, la musique, le dire poliment, à la manière des grands enfants, délicatement. Je demande tout bas à Enzo, qui réalise le son de cette émission-là. Je lui demande qu'on commence avec Bach, un concerto pour clavecin et pianoforte. Ça, vous le verrez ensuite, on en parlera de l'album Young and Foolish. Jeune et inconscient, je dirais plutôt jeune et insouciant. Alors faisons sonner la musique avec Céline Frisch. Bienvenue dans le son de la scène. Bonjour Céline. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, fort bien. Si je vous dis que vous êtes une grande enfant, vous me répondez quoi ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Ça dépend des jours, ça dépend des moments de la journée. Et si je vous dis que les mains sont essentielles et sont votre outil, j'allais dire même de travail, Ah oui, qu'est-ce bien que ça sûr. vous évoque? Mais oui, forcément. Mes mains sont une transmission entre tout l'imaginaire, entre tout ce que je trouve dans la musique, intellectuellement, émotionnellement, corporellement. C'est le dernier contact avec l'instrument et ensuite je lâche le son. Et vous et moi, on est marseillaises, on va déjà le poser comme ça en début de cette émission et on parle beaucoup avec les mains. Et oui, à la radio, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous regardais du coin de l'œil quand j'ai dit, moi j'aime regarder les mains des gens. Et voilà, vous avez regardé les vôtres, ça va. Du coup, vous êtes sensible aux mains des autres aussi, en étant clavecéniste? Je crois pas particulièrement, pas plus que ça. Enfin, pas plus que les visages ou les yeux, ou les attitudes, voilà. On est ici dans un studio de répétition, le vôtre, pour le moment en tout cas, au Grand Théâtre de Provence, puisque l'ensemble Café Zimmermann est en résidence depuis des années maintenant. C'est un peu la maison ici. Comment vous décririez cet espace précisément où nous nous trouvons? Qu'est-ce qu'il y a autour? Et puis, dans un autre espace qui est le refuge, peut-être aussi un peu la maison, l'une des maisons du Café Zimmermann. Mais quand on est un ensemble de musiciens, nous habitons un peu partout en Europe, en France et en Europe. Il faut une maison pour se retrouver. Et donc cette maison, depuis quelques années, c'est effectivement le Grand Théâtre de Provence, le Théâtre du Jeu de Paume. Et plus spécifiquement pour les temps de répétition, les temps de travail, ce sont les studios qui sont mis à disposition des musiciens. Donc ici, nous sommes dans le studio 4, qui est un très beau studio avec 4 fenêtres. Il y a 3 instruments. Il y a du parquet, on aime bien. Il y a du parquet au sol, il y a de beaux panneaux en velours rouge théâtre, pour que le son ne soit pas non plus trop fort. Et voilà, j'y viens quotidiennement pour travailler le clavecin ou le pianoforte, selon les programmes. Et puis, nous nous retrouvons parfois avec les autres musiciens de l'ensemble. Alors, ce studio-là ne permet pas des répétitions à grand effectif, mais nous allons juste à côté, dans un studio plus grand, où si nous ne sommes pas nombreux, nous restons ici. On a énormément de chance d'être ici. Oui. Et pour celles et ceux qui écoutent cet épisode-là du Son de la Scène, de donner à voir, parce que vous disiez la radio, c'est important, les gestes, mais c'est important parce qu'on donne des images, en fait, avec la voix et la musique aussi. Donner des images. Les 3 instruments qui nous entourent, vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, il y a 2 clavecins et un pianoforte. Alors, le dernier arrivé, c'est celui que vous ne voyez donc pas à la radio. Si, on va le voir, je vous assure. Allez-y. On va le voir. Donc, tout en noyer, en bois de noyer. Il a 1 an, ça fait 1 an qu'il est là. Il a été construit en Italie, à Milan. Et c'est le premier instrument que je commande de ma vie, en réalité. Un facteur de clavecin, mais oui. Le tout premier. C'est le tout premier. Et en face de lui, alors c'est un clavecin d'après un modèle allemand de 1730, donc qui est à peu près idéal pour la musique de Jean-Sébastien Bach, justement. Il y a une marqueterie absolument magnifique. Ah oui, il est très beau. Il est très très beau. Le bois lui-même est très beau. On voit le bois nu avec juste une patine de cire et un petit vernis assez léger. Et il a choisi des bois absolument magnifiques. Donc c'est un bonheur de venir tous les matins et de me retrouver devant cet instrument. Quand vous dites il, alors le facteur, Andrea Restelli. On appelle ça un facteur. Oui, un facteur de clavecin. Ça, c'est déjà. Je pense qu'on en apprend déjà beaucoup. On parle d'un luthier pour les violons, les guitares, mais pour des clavecins et même des flûtes, on parle d'un facteur. Ou pour les orgues. C'est assez joli parce que le facteur, il livre aussi. Enfin, je veux dire, il livre un instrument. Il est faiseur, facteur, voilà. Il s'appelle comment, le facteur? Donc, Andrea Restelli. Voilà. Donc, installé à Milan. De son état. Comment? Milanais de son état. Milanais, absolument milanais, qui habite dans le même quartier depuis toujours et qui a son atelier où il construit des instruments du matin au soir. Et alors, en face de ce clavecin, sur le mur opposé, il y a le tout premier clavecin, enfin pas le tout premier, mais le premier que mes parents m'ont acheté quand j'avais 15 ans, que j'ai depuis un certain nombre d'années, je ne dirais pas combien. Oh non, on ne compte pas, ne vous inquiétez pas. C'est atemporel, cette émission. Et donc, ce clavecin est donc une copie faite d'après un instrument français. Et voilà, c'était le même qui était au Conservatoire de Marseille, et qui est toujours d'ailleurs. Il est doré et noir. Alors lui, il est tout noir avec des encadrements dorés.
Donc c'est style Louis XV, voilà, pour ceux qui connaissent les décors Louis XV, exactement. Donc plus avec français. Des petites feuilles des dorures, je dirais, sur les pieds. Ouais. Donc un décor. Alors les deux instruments ont des tables d'harmonie décorées, donc peintes avec des fleurs, des oiseaux, des sauterelles, des petits animaux. Voilà. Je peux m'arrêter sur cet instrument de votre enfance, parce que c'est peut-être comme ça qu'on pourrait l'appeler. Vous aviez 15 ans, c'est ça? Oui. Il y a des petits coups, un peu partout. Ah oui, il a beaucoup voyagé, celui-là. Bah oui. Est-ce qu'il y a un coup qui vous rappelle peut-être un voyage en particulier? Alors les coups, oui, il y a un voyage en particulier qui est justement quand on l'a acheté. Donc il appartenait à un monsieur qui avait décidé de se mettre au clavecin, et puis au bout de 3 ans, comme il avait constaté qu'il jouait pas aussi bien que sur ses disques, il l'a vendu. Bon, et on est donc allé le chercher avec ma mère à Lyon à l'époque, et on avait ficelé donc le piétement, c'est-à-dire la partie sur laquelle sont vissés les pieds et sur laquelle est posée la caisse, sur le toit, et le piétement sur le toit de la voiture. Oui, et ça s'est détaché pendant le voyage. Il y a une sangle qui a lâché. Donc sur l'autoroute, on a perdu un bout de clavecin. À Marseille, entre Aix et Marseille. Entre Lyon et Marseille. Entre Lyon et Marseille. Oui. Donc ça a été quand même une aventure. Donc il a été réparé, mais Comment voilà. Vous avez récupéré le bout de clavecin? On a récupéré, heureusement. Voilà, ça aurait pu être franchement dramatique, mais ça s'est plutôt bien terminé. Avec juste toutes les moulures avaient sauté. Enfin, il était quand même dans un drôle d'état, mais. Voilà, et puis ensuite, il m'a suivi pour mes études à Bâle, en Suisse, et puis pour les concerts avec les copains étudiants un peu partout. Et puis ensuite, j'ai passé 2 ans en Normandie, une 12aine d'années à Toulouse. Et puis, voilà, les instruments, on ne les transporte pas quotidiennement quand on est musicien, mais quand même, ils voyagent. Et celui-là a pris quelques coups. Voilà. Et beaucoup de joie, j'imagine aussi, et mais beaucoup de travail. Et oui, c'est des compagnons de beaucoup d'heures de travail, effectivement. Donc ils voyagent avec vous, ou ils recueillent vos voyages, peut-être même? Certains, oui, certains. Alors après, quand on fait des concerts loin, aujourd'hui, les clavecins sont souvent loués sur place. C'est vrai que ce dernier instrument que j'ai depuis 1 an, ça me donne envie de le jouer le plus possible. Donc là, je l'emmènerai à Lyon en février prochain. Et pas sur le toit d'une voiture, non. Là, il sera bien intégralement au chaud dans la voiture. Et celui qui se trouve juste derrière moi? Alors là, c'est un pianoforte. Donc c'est une copie d'un instrument de l'époque de Mozart. Donc c'est... je me retourne quand même. Voilà, un instrument qui est d'après un instrument de 1791. Quel est le bois utilisé? Alors là, la marqueterie, c'est juste une marqueterie d'acajou. Mais c'est juste une feuille d'acajou. Et quelque chose d'extrêmement épuré sur celui-ci. Alors vraiment, absolument. C'est très très fin. Carré, fin, épuré, je dirais. Ah, oui. Mais voilà, c'est une autre époque, un autre style. Là, on voyage un peu entre les pays et les années. Vous avez une préférence entre les trois, là, maintenant, tout de suite, Céline Frisch? Là, maintenant, tout de suite, je suis sur le clavecin. Je suis sur le clavecin, mais voilà, il y a quelques mois, on jouait sur le pianoforte, justement, au jeu de paume. Donc, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et non, c'est bien de varier les plaisirs. Vous avez choisi, justement, et on va revenir beaucoup à Bach, beaucoup. Mais oui. Bach qui, quand je l'écoute... Vous l'avez entendu, je ne suis pas spécialiste de ces musiques-là, mais en tout cas, quand je l'écoute, me rend soit extrêmement triste, soit extrêmement heureuse. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une explication, Céline? Immédiatement. Je pense qu'il y a une grande variété d'émotions, en tout cas dans sa musique. Et moi, je les ressens de façon très profonde dans tous les cas, que ce soit dans... Alors, il y a une musique, effectivement, qui est une musique de danse... très joyeuse. Je sais pas, si on prend tous les concertos brandebourgeois, tous les mouvements rapides voilà, ça donne envie de danser, enfin ça donne la pêche. Alors il y en a qui vont trouver ça étrange, ils ont plutôt envie de danser sur une autre musique que celle de Bach. Je sais pas. Mais moi ça m'anime énormément en tout cas. Voilà. Et puis il y a effectivement des pièces où il y a vraiment toute la détresse du monde, quoi. Enfin c'est je sais pas, la détresse de l'homme sur Terre qui sait pas ce qu'il fait là et qui s'adresse, alors en l'occurrence pour Bach, qui est vraiment, je pense que c'était vraiment une détresse adressée à son Dieu, mais voilà, toute la misère, la solitude humaine, la détresse humaine qui s'exprime parfois dans certaines pièces, et c'est extrêmement profond, et ce sont des émotions qui sont très profondément
qu'on ressent très profondément dans cette musique. Oui. Et presque immédiatement. Quand je dis immédiatement, il suffit de jouer, d'entendre, d'écouter, comme ça, un morceau de Bach. Alors précisément, évidemment, quand vous le jouez avec l'ensemble et le Café Zimmermann, mais c'est vraiment la première note presque. Il se passe quelque chose dans l'émotion que, je sais pas, je reçois. Je parle à mon endroit. Quand vous le jouez, voilà, c'est ça qui me paraît assez fascinant. Vous connaissez Bach, évidemment, vous connaissez son travail, mais comme tous les musiciens et musiciennes d'un tel niveau que le vôtre, quand vous jouez cette première note, alors on va dire l'extrême détresse, ou je résume un peu, ou l'extrême joie, l'extrême vivacité, parce que c'est ça que j'entends aussi, une vivacité, on a envie de vivre en fait, ou de mourir, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Comment il y a quand même il y a des pièces entre les deux. J'ai dit que je caricaturais. Du coup, vous, en tant que clavecéniste, cette première note-là, ou cette émotion-là, comment vous la transmettez, comment vous la jouez? Je vous avais dit que je vous poserais des questions comme un enfant. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si un enfant poserait exactement cette question. Peut-être pas tout à fait comme ça, mais... on va dire que c'est plus facile quelque part dans la danse, pour la danse, puisque le geste, le rebondi, le geste conduit immédiatement à ça. Pour ce qui est de la douleur, alors souvent, non, c'est pas vrai. Il y a des pièces où effectivement, dès la première note, on est vraiment dedans. Il y a des pièces où ça s'intensifie, où ça progresse, avec des harmonies de plus en plus désespérées, de plus en plus tristes. Lancinantes. Ouais. Il y a toujours un petit instant de recueillement juste avant ou de suspension où on se met dans cet état. Je pense que c'est aussi peut-être un peu le même travail que ferait un comédien. De se mettre dans un état émotionnel pour jouer. Alors, avec peut-être dans certaines écoles vont dire qu'il faut quand même une distance pour pas être dedans complètement. Je trouve que quand on est vraiment dedans, c'est mieux. D'où ma question. Enfin, je vous écoute, Céline. Je vais partager mon émotion vis-à-vis de Bach. Vous partagez la vôtre aussi en disant c'est une émotion très forte. Mais après, effectivement, ce temps de recueillement, garder ces émotions qu'on ressent, et ensuite jouer. C'est quand même jouer. C'est particulier. Enfin, c'est particulier. Alors, il y a des fois. Dans le meilleur des cas, je pense que c'est aussi un peu similaire pour un comédien, on est intégralement et complètement dans l'émotion, dans le discours, dans ce qu'on est vraiment, on est vraiment complètement dedans. Il y a des fois, on est plus en train de réimiter cette émotion, on est un peu moins présent ou un peu moins intensément dans cette émotion. C'est variable selon les moments, les jours, des moments à l'intérieur du même concert. Ça peut varier aussi. Voilà. On va écouter... Et dans le meilleur des cas, pardon. Non, je vous en prie. Dans le meilleur des cas, effectivement, on est complètement et intégralement dans la musique de la première à la dernière note. J'allais y revenir. Ça, c'est pour vous, le plus grand bonheur, bien sûr. Le plus grand bonheur qui ensuite se transmet au public. Bien et sûr. Qui, évidemment, parce que c'est très important de rappeler que Café Zimmermann, c'est de la sensibilisation à la musique, de la transmission, de la faire entendre, de la faire ressentir. On y reviendra aussi parfois à l'hôpital, parfois dans des lieux... d'action culturelle absolument essentielle pour faire entendre la musique partout. On va faire entendre votre choix musical, Céline Frisch, parce que dans le son de la scène, on demande une carte blanche. Alors, c'est toujours intéressant de demander une carte blanche à une musicienne. Quel est votre choix de morceau? Mon choix s'est porté sur la Passion selon Saint Jean de Bach, justement, puisqu'on en tiens. parlait. tiens. Et oui, parce que, en fait, je pense que ça a été vraiment des grands chocs musicaux de ma jeunesse, en fait, cette musique vocale de Bach. Parce que j'ai passé une année en Allemagne quand j'avais 14 ans. Donc, mes parents m'avaient proposé de partir un an pour passer l'âge délicieux de 14 ans ailleurs qu'à la maison. Vous avez quitté Marseille, les rives de la Méditerranée pour partir. Mais oui. Où ça, en Allemagne? À côté de Bonn, à Bonn. J'étais au lycée à Bonn, fin de collège plutôt. Et puis, c'était dans un petit village juste à côté. C'était des amis de mes parents, donc. Et ils étaient eux-mêmes mélomanes, musiciens amateurs de très bon niveau. Et ils chantaient dans un chœur à Bonn, donc à la Kreuzkirche à Bonn. Et donc, je suis allée chanter avec eux et on a chanté donc l'oratorio de Noël à Noël, entre autres, et la Passion selon Saint Jean à Pâques, qu'on a aussi chanté dans un autre contexte, un autre moment.
Et je pense que ça a été des émotions musicales très fortes pour moi. J'ai pas mesuré à quel point, mais en rentrant d'Allemagne, j'ai écouté cette musique vocale de Bach, mais tous les jours, pendant des heures. Je pense jusqu'à la fin du lycée, voire après. Donc, les cantates, les motets, les passions, Je pense que j'ai même plus appris l'allemand en écoutant l'Évangéliste des Passions que pendant l'année où j'étais là-bas. Bon, voilà, peut-être un peu freak, mais c'est comme ça. Et voilà, mes enfants me disent, mais enfin, ça c'est ton époque, mais tu connais pas. Je dis, ah ben non, moi je suis restée coincée au XVIIIe siècle. Donc, vraiment, mais voilà, et donc cette musique m'a, je pense, profondément émue, profondément marquée, quoi. Et donc, voilà, d'où La Passion selon saint Jean. Vous voulez écouter quelle version ? Alors, à l'époque, j'écoutais La Passion selon saint Jean par Monsieur Gustave Léonhardt et la petite bande. Voilà. Super. Et pourquoi celle-ci, alors ? Ouf, alors là, Gustave Léonhardt, claveciniste, un des baroqueux de l'époque, voilà, connu, et je suis tombée sur cette version. Et l'évangéliste aussi, qui était Christophe Prégardien, le père de Julian Prégardien, que vous avez pu sans doute entendre plusieurs fois sur cette scène du Grand Théâtre. Et c'est un évangéliste incroyable, magnifique. C'est avec lui que j'ai appris l'allemand en réalité. Il ne le sait pas, mais... Un mot avant d'écouter ce qu'on va entendre. Un seul, une émotion, Céline. Mais qu'est-ce qu'on va entendre ? C'est votre choix. Mais oui, mais ça dure 2 heures. On va peut-être pas entendre. Je sais pas, alors justement, n'importe quelle pièce. Comme ça, l'émotion qui vient. Celle des 14 ans ou celle d'aujourd'hui. Celle des 14 ans. Vous m'avez parlé d'un choc quand vous l'avez le dernier choral de cette passion, par exemple. Alors, je suis pas bonne pour exprimer les choses avec les mots. Je pense que c'est pour ça que je fais de la musique, d'ailleurs. Donc, un mot. Ça peut être si vous voulez. Voilà. On fait ça ? On écoute ? Danach bat Pilatum Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Jüden, dass möchte abnehmen den Leichnam Jesu, und Pilatus erlaubete es. Derowegen kam und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je gelieget war. Da selbst hinlegten sie Jesu, des Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe war.
Toujours dans le son de la scène, avec les théâtres au Grand Théâtre de Provence, dans le studio numéro 4 de répétition, entouré de 3 instruments. Et le petit dernier, clavecin de Céline Frisch, notre invitée. Je n'arrête pas de le regarder, en fait, ce clavecin. Je crois qu'il y a quelque chose de fascinant. Est-ce que vous avez vu les petits anges sur les touches ? J'ai pas vu les petits anges sur les touches, mais j'aimerais vous demander, Céline, si vous en êtes d'accord de nous jouer quelque chose. Alors, comme ça vient, parce que c'est vrai que il y a quelque chose d'une. Je parlais de délicatesse au début de cet épisode avec vous, Céline, et je crois c'est aussi l'instrument qui dit ça. C'est petit, moi j'aime bien ce qui est petit, vous voyez, et c'est d'une finesse incroyable. Vous allez nous jouer quoi, comme ça ? Qu'est-ce qui vient ? Un prélude de Jean-Henri d'Anglebert. Un prélude de Jean-Henri d'Anglebert, très bien. Ah ouais, le claveciniste de Monsieur Louis XIV, le roi Soleil. Céline Frisch, allez-y. Merci Céline, on l'a fait résonner jusqu'au bout, c'est super important. Ce presque silence, je crois qu'on entend, nous, à l'instant. Merci vraiment pour cette émotion-là. Et ce silence qui meurt, enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Et comment vous en parleriez de ce moment-là, cette fin qui n'en est pas forcément au moment où on lâche les touches, il y a les petits étouffoirs qui viennent sur les cordes et ça fait un tout petit bruit. Et c'est là que le son, en principe, s'arrête. Mais voilà, il y a encore un peu de résonance dans l'air. Je dirais même que c'est un souffle. Selon l'acoustique, oui, on a cette impression de respiration ou de son qui reste dans l'air. Donc là, c'est une pièce, c'est un prélude non mesuré. Donc il y a juste des notes, pas de rythme indiqué. Et c'est des petites pièces qui sont conçues en début d'une suite de danse, mais pour faire une sorte de mise en doigt, mise en oreille pour les auditeurs ou mise en doigt pour le claveciniste. On dit comme ça ? Non. C'est beau. J'adore. Non. Mais voilà. Je vous regardais jouer, Céline, et j'ai remarqué que c'est pas la première fois. Vous avez le regard qui monte toujours un peu vers le ciel, vers votre front, comme ça. C'est toujours une sorte d'émotion et qui est palpable sur votre visage, comme si vous alliez vous concentrer sur évidemment ce que vous jouez, puis aller chercher un peu plus haut. C'est presque spirituel au fond, je sais pas. Est-ce que vous en rendez compte ?
Pas forcément. De la tête que je fais, heureusement pas. Non, au contraire, c'est beau, c'est hyper beau, c'est très beau. C'est quelque chose qui va chercher haut. Oui. Après, je sais pas, oui, la musique, ça sera quelque chose. Vous parlez de spirituel. Je pense que les gens mettent plein de choses différentes dans ce mot-là, mais il y a quelque chose, effectivement, qui peut nous transporter quelque part dans un ailleurs, en tout cas, certainement. On dit de vous que vous êtes discrète et passionnée. Oui. Là, vous venez de jouer en solo, enfin, je dirais ça comme ça. Oui. Le clavecin, évidemment, ensuite, fait partie d'un ensemble, l'ensemble Café Zimmermann, qui est d'ailleurs en résidence au Théâtre du Jeu de Paume, à Aix-en-Provence. Quand vous jouez avec les copains, les copines, qu'est-ce qui se passe? Parce que alors ça, moi, j'aimerais vraiment, je trouve ça fascinant. Ça peut être très différent, et je pense que c'est très différent selon les personnalités de clavecinistes. En l'occurrence, ce que j'aime, c'est... Bon, déjà, le clavecin dans un ensemble baroque a le rôle de la basse. Donc, il y a quelque chose où on est dans le fondement de la musique, puisque c'est vraiment une musique qui est écrite à partir d'une basse et ses harmonies. Enfin, voilà. Donc, on a la même partie avec le violoncelliste, quand il y en a un, avec le contrebassiste, avec éventuellement un théorbiste, s'il y en a un aussi, ou une. Et donc, on partage déjà ce rôle de basse. Et ça, c'est très jouissif, en fait, c'est ça qui de partager ce rôle-là. Donner le rythme, au fond, Mais peut-être. Oui, bien sûr, il y a quelque chose où, quelque part, on organise le discours musical à partir de la basse. Donc, que ce soit les impulsions rythmiques, que ce soit des... On entend, Voilà. Il y a une impulsion rythmique qui vient de je ne sais où, peut-être de la scène du Grand voisins. Théâtre de Provence. Alors, des fois, il y a des voisins dans ces studios. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça que je souhaite dans cet épisode-là, dans le son de la scène, c'est ça, c'est qu'il se passe des choses dans un théâtre, même quand on n'est pas le soir, même quand c'est pas un soir de représentation. Il se passe tout le temps des choses. Ça va être des claquettes, là, je crois, m'a-t-on dit, peut-être, ou des travaux. À Aix-en-Provence. Bon, ça, on ne sait pas. Donc ça, c'est pour le collectif. La transmission que vous faites aussi au quotidien avec Café Zimmermann, c'est très important parce que vous allez, vous faites de l'action culturelle, et ça, j'aime aussi le terme. Mais oui. En donnant un rythme, c'est très important. Vous allez dans des hôpitaux. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je pense qu'au départ, quand on a monté cet ensemble, on était très préoccupés par nos préoccupations de musiciens. Donc, comment on joue tel tri, comment on va, en fait, à élaborer un langage commun, mais pas encore très forcément conscient de quel rôle on avait à jouer sur un territoire, qui on était dans la société. Oui, j'allais dire, dans le vivre ensemble aussi, et faire ensemble et écouter autrement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure, et qu'on a appris aussi en travaillant avec des équipes justement dans le théâtre qui nous accueille. Donc là, on travaille beaucoup avec l'équipe du Théâtre du Jeu de Paume pour tout ce qui est médiation et action culturelle. Et donc ça va en effet dans les hôpitaux. Ça peut être juste un musicien. J'y suis allée, alors pas avec un clavecin qui n'est pas très transportable, mais avec un clavicorde. C'est un tout petit instrument qui fait à peine un petit mètre de long. Enfin, c'est grand comme une boîte de violon, on va dire. Et ça peut vraiment se transporter. Ça se transporte, j'y vais, je l'ai sur le dos. Sur le dos, j'allais dire. Et puis on peut aller dans les chambres des patients. C'est un instrument qui a un son très discret aussi. Un son très, très doux, donc qui n'est pas trop intrusif. On y revient à la douceur. Ouais. Et oui, parce que quand on n'a pas forcément envie de quelque chose de tonitruant quand on est dans un état de vulnérabilité. Donc c'est des moments comme ça. Ça peut être aussi des avec médiathèques des scolaires. Aussi, des scolaires, les enfants, les jeunes. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça, celui qui vient, Céline Frisch, d'un moment particulièrement important dans cette transmission-là de la musique? Je sais pas, mais il y a beaucoup de moments importants. Je dis et des fois, d'ailleurs, parce que si je vous dis émouvant, je veux pas vous orienter, bien sûr. En fait. Oui. Non, un moment même un peu drôle lors du dernier concert scolaire qu'on a fait au Jeu de Paume. Donc ensuite, les enfants qui avaient fait partie du parcours baroque, donc qui avaient eu déjà un peu de contact avec notre travail avant, et puis qui en ont eu aussi après le concert. Les enfants étaient invités à rester, et puis on était Pablo et moi, donc Pablo Valetti, le co-directeur artistique de l'ensemble, qui est donc le violoniste de Café Zimmermann. On était tous les deux en bord plateau, et les enfants, ils avaient un nombre de questions absolument incroyables. On a passé, je pense, 3 quarts d'heure après le concert à répondre à plein de questions. Ils avaient le bras, ils s'arrachaient le bras levé.
Et puis alors c'était. Et quelle est la question que vous retenez, par exemple, qui est la plus Il mignonne? y en a qui demandaient si c'est difficile. Il y en a qui demandaient à Pablo s'il préférait l'Italie ou l'Espagne. Enfin, c'était genre, c'était, ils voulaient savoir aussi qui on était, mais qui étaient ces gens derrière la musique. Donc c'était drôle, mais aussi plein de questions sur le métier de musicien et l'instrument, et pourquoi on est habillé en noir, et pourquoi on est debout, ou pourquoi on est assis. Enfin, c'est des questions des questions à hauteur d'enfant, comme vous disiez tout à l'heure. Mais qui, du coup, pour une musicienne, un musicien, sont intéressantes. Enfin, à ce moment-là, peut-être, ça revient à quelque chose de très organique, au fond. C'est ça, oui. Et oui, parce que avec les enfants, il faut que la communication fonctionne, quoi, parce qu'ils décrochent aussi très vite. Donc, après, c'est bien aussi. De toute façon, ça m'arrive aussi. Enfin, pendant un concert, de décrocher, d'être dans ses pensées. Enfin, mais voilà, capter l'attention et être dans une envie de partage au moment où on est sur scène. Et puis après aussi, d'aider aussi à accéder un peu à cet univers qui est codifié quand même. Oui, qui est codifié, qui est parfois difficile à... on ne s'autorise pas forcément à aller peut-être entendre de la musique baroque. On se dit, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas, etc. Et ça, c'est toujours quand même un vrai sujet, un vrai enjeu. Bien sûr. Et comment faire entendre, découvrir, susciter la curiosité de toutes les musiques, j'allais dire ainsi, et précisément de la musique baroque. C'est vrai que même au Jeu de Paume, pendant les concerts, on va dire du soir, les concerts plus officiels, c'est vrai qu'on a souvent une adresse au public juste pour créer ce contact, pour briser un peu la glace, dans un rapport scène-salle qui peut être, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de ce rituel, qui peut être peut-être un peu impressionnant. Est-ce que votre côté marseillaise aide à briser la glace un peu? Alors, mon côté marseillaise, il faut le chercher un peu loin. Oh, si. Ah, oui, ça dépend. Mais on se découvre... Non, je me suis découverte plus méridionale que ce que je pensais quand j'ai étudié à Bâle. Parce que là, vraiment... J'allais vous poser la question, Céline. Mais sinon, vous voyez mon nom, c'est quand même plutôt une consonance germanique. Mes parents viennent plutôt du nord de la France, voire du nord de l'Europe pour mon père, qui était d'origine danoise. Donc, danoise pour le papa? Pas lui directement, mais sa famille. Et la maman? Maman, Alsace, Ardennes, enfin en tout cas le nord de la France. Comment vous êtes arrivée à Marseille? Eux sont arrivés à Marseille. Voilà, moi j'y suis née, mais eux sont arrivés à Marseille. Alors, ils sont venus chercher le soleil. Allez, on va rester dans les cartes postales. Raison professionnelle. Et donc, voilà. Donc, vous avez grandi dans la musique d'ailleurs, la famille? Alors ils n'étaient pas musiciens, mais ma mère en particulier écoutait beaucoup de musique. Elle a joué de la flûte à bec en amateur à un moment. Et puis, elle était à Paris, elle a rencontré un peu les baroqueux dans les années 70. Et je sais pas, elle a eu cette idée saugrenue de me faire commencer le clavecin à 6 ans. Donc, voilà. Vous avez commencé à 6 ans? Ouais. Vous avez aimé? Je crois que je me suis pas trop posé la question. Ça me cassait les pieds comme tous les enfants quand il fallait travailler. Enfin, c'était pas une vocation précoce. Je serai claveciniste à 6 ans, ni à 8, ni à 10. Enfin, c'est vraiment plutôt vers la fin du lycée que je me suis dit, tiens... quand même, c'est pas mal cette affaire-là. Ça remue des choses quand même profondes. Peut-être que ce serait intéressant d'aller voir un peu plus loin. Et donc, directement après le bac, je suis partie à Bâle, en Suisse, donc à la Schola Cantorum, qui est un des lieux vraiment majeurs de l'enseignement et de la recherche pour ce répertoire baroque, pour la musique ancienne. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Pablo et d'autres musiciens. Et puis, après mes études... quand j'ai quitté Bâle, je me suis sentie un peu orpheline de tous ces contacts et je me suis dit, je suis revenue à Bâle et je dis, on fait un groupe. Et voilà. C'est vraiment comme ça que l'ensemble est né. Ah oui, comme ça, c'est vraiment. Génial. Oui, avec l'idée de retrouver la possibilité de travailler un peu comme on a pu travailler en étant étudiant, avec une exigence sans compter nos heures, avec une envie, avec ce que je retrouvais pas forcément là où je commençais à travailler dans des orchestres, de jouer le continuo dans des orchestres où je retrouvais pas forcément la même disponibilité, et c'est normal puisque maintenant aussi plus de 25 ans après notre création, on passe moins de temps quelque part à chercher. On a déjà un langage qu'on a élaboré pendant toutes ces années.
Donc, on va travailler, on va aller plus vite à l'essentiel. Et quelqu'un qui nous rejoint et qui veut encore tout décortiquer, comprendre et analyser va peut-être être frustré ou pas y trouver son compte. Du coup, c'est du une question de plaisir génération. quand vous vous retrouvez là. Peut-être oui. le plaisir, c'est le maître mot. Oui. Le travail, l'exigence, parce que tout on ça, y trouve évidemment. aussi du plaisir. Vaut mieux parce qu'on oui, y passe oui, quand même oui. des heures. Donc, heureusement qu'on trouve aussi puis, du c'est comme plaisir ça. dans le travail et l'exigence. C'est comme ça qu'à mon avis, et je crois ferme encore tout ça, c'est comme ça que la musique se transmet au public aussi, quel qu'il soit. Voilà. Étourdissant, insolent, virtuose, ça c'est des choses qu'on dit sur l'ensemble. Soliste et orchestre grisant de bout en bout, c'est joli comme mot. On a quoi encore? Éloquence, réactivité, vivacité, perfectionnisme. Franchement, brillant. Céline, ça doit faire franchement plaisir, non, tout ça? Oui, ma foi. Ma foi, oui, ma foi. Évidemment. Disons que le plaisir, il vaut plus s'il est partagé. Donc, si les gens qui nous entendent, qui nous écoutent, sont transportés, on est très heureux. On est très heureux, je suis très heureuse de finir doucement cette rencontre avec vous, Céline Frisch, et vous poser la question fatidique du son de la scène, puisque c'est une question qui revient pour chaque invité. Vous êtes prête ? Il y a même les roulements de tambour des claquettes qui sont en train de répéter au Grand Théâtre de Provence, donc on n'a même pas besoin de le faire, le roulement de tambour. Qu'est-ce qu'un artiste, Céline Frisch ? Je pense que c'est vraiment un médiateur quelque part entre une expression humaine sublimée et un auditeur ou quelqu'un qui écoute, qui regarde, ou c'est quelqu'un qui est capable de créer un espace de disponibilité avec ses auditeurs, avec les personnes qui partagent son art à un moment donné. Je pense que c'est ça. Quand on est musicien, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, de créer cet espace où les gens sont disponibles à être surpris, émus. C'est pas rien d'aller dans une salle de spectacle et d'avoir cette disponibilité-là. Donc, on essaye de le créer, de créer ce moment-là particulier, suspendu, unique. Et vous parlez beaucoup avec vos mains, Céline, je vous assure. Vous venez de faire un grand cercle, comme ça, comme si on embrassait quelqu'un. Et au fond, vous êtes méridionale, non? C'est très bien. Je crois qu'on va terminer peut-être là-dessus, parce que vous avez tout dit. J'aurais 1000 questions à hauteur d'enfant ou pas à vous poser encore. En tout cas, un grand merci, Céline Frisch, d'avoir été avec nous. Je renvoie aussi à votre dernier album qui est sorti. Autour de Bach. Et oui. Vous pourriez nous donner son nom, comme ça, à l'album? C'était les Partitas de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est un des 4 testaments pour clavier qu'il a donné sous le nom d'exercice de clavier. Donc, le dernier volume de ces 4 volumes, c'est les Variations Goldberg, rien que ça. Et donc, ça, c'est le premier. Et c'est la première œuvre qu'il fait graver à l'âge de 46 ans, son premier opus, qui fait graver à compte d'auteur, et ce sont 6 suites pour clavecin, et c'est tout un voyage dans toutes les émotions, alors de la dansante et la désespérée, et puis toute la palette à l'intérieur de tout ça. Pour moi, c'est un plaisir. La palette des couleurs et des émotions. Ouais, pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir passer du temps avec cette musique et de pouvoir la transmettre. C'est un grand plaisir de l'écouter. Je renvoie à l'écoute à celles et ceux qui nous entendent dans le son de la scène, et puis également à Young and Foolish, parce que je trouve cet album de l'ensemble Zimmermann, je dis mal, je parle plutôt italien moi, vous voyez, ou espagnol ou anglais, superbe aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez vivre sur scène, entendre, écouter, ressentir, rendez-vous le mardi 10 février au Théâtre du Jeu de Paume, 10 février 2026, parce que vous écouterez peut-être cet épisode en 2032, donc ce sera le mardi 10 février 2026 au Jeu de Paume à Aix-en-Provence pour le concerto de Bach, c'est ça, notamment, et Telemann, avec votre ensemble, l'ensemble des amis, des copains, des copines, des complices et des gens d'une exigence et d'un talent fou. Voilà, le café Zimmermann. Merci infiniment, Céline Frisch, d'avoir été avec nous. Merci à vous.